Le château de Drachenbourg. Le sang maculait encore les pierres lorsque les derniers cris s'éteignirent au château de Drachenbourg. C'était une froide matinée de décembre 1610, et la vapeur qui montait du sol ne provenait pas seulement de l'haleine des soldats. C'était l'horreur découverte dans les profondeurs les plus obscures de la forteresse. Élisabeth Bathory, la comtesse sanglante, avait enfin été capturée. Mais ce qu'on y trouva dépassait tous les cauchemars imaginables. 46 ans auparavant, Élisabeth était née au sein de l'une des familles les plus puissantes de Hongrie. Le château d'Exed avait été témoin de ses premiers cris, mais déjà une ombre menaçante planait sur l'enfant. Son oncle, István Báthory, était roi de Pologne. Son cousin, Sigismond, prince de Transylvanie. Le sang noble coulait abondamment dans ses veines, mais avec lui, quelque chose de plus ancien et de plus sinistre se manifestait. Dès son plus jeune âge, Élisabeth manifestait une fascination morbide pour la souffrance d'autrui. Elle arrachait les ailes des papillons avec un sourire glaçant et observait avec des yeux brillants lorsqu'on fouettait les serviteurs pour des fautes insignifiantes. À 15 ans, elle épousa Ferenc Nadasdy, connu sous le nom de Chevalier Noir, un homme dont la réputation de cruauté sur les champs de bataille était légendaire. Le château de Drachenbourg devint sa nouvelle résidence, une forteresse gothique qui semblait sculptée par les ténèbres elles-mêmes. Les tours s'élevaient comme des doigts osseux vers le ciel gris, et les couloirs résonnaient d'une froideur qui pénétrait jusqu'aux os. C'était le décor parfait pour la transformation à venir. Durant les premières années de son mariage, Élisabeth semblait une noble ordinaire. Elle organisait des fêtes somptueuses, recevait des dignitaires étrangers et supervisait les vastes propriétés familiales. Mais lorsque Ferenc partait pour ses campagnes militaires, quelque chose de plus sombre émergeait. Les serviteurs commencèrent à chuchoter à propos de punitions excessivement cruelles pour des fautes mineures. Une jeune fille qui avait renversé un verre de vin fut retrouvée quelques jours plus tard avec des marques de brûlure formant des motifs délibérés sur sa peau. Une autre, qui avait trop ri pendant un repas, disparut complètement, ne laissant que des traces de sang sur le sol de pierre de son alcôve. Les appartements privés d'Élisabeth se transformèrent en une galerie d'horreur. Des instruments de torture spécialement commandés à des artisans allemands ornaient les murs. Griffes de fer, aiguilles longues comme des doigts, cages à pointe où les victimes étaient laissées jusqu'à ce que leur propre mouvement les perçait. L'odeur de sang séché et de chair en décomposition imprégnait les pierres, mêlée à l'arôme écœurant d'encens exotique qu'Élisabeth brûlait pour masquer l'odeur de la mort. Mais c'est dans les détails les plus intimes que la véritable étendue de sa psychopathie se révélait. Élisabeth élaborait des rituels spécifiques pour chaque type de victime. Pour les plus jeunes, généralement âgés de 12 à 16 ans, elle réservait des tortures qui duraient des jours, prolongeant l'agonie avec une précision chirurgicale qui témoignait d'une connaissance anatomique considérable. Pour les plus âgés, la mort était plus rapide, mais non moins brutale. Toutes avaient une caractéristique en commun. Elles étaient belles, et Élisabeth semblait se nourrir non seulement de leur sang, mais de sa propre capacité à détruire cette beauté. Les archives de l'époque, conservées dans les archives de la famille de Turgot, décrivent des scènes qui défient l'imagination. Mais ce fut dans les cachots que la véritable ampleur des horreurs d'Élisabeth fut révélée. Turgot, homme ayant combattu dans des dizaines de batailles et ayant été témoin des pires atrocités de la guerre, vomit violemment en descendant les escaliers de pierre menant aux chambres souterraines. L'odeur était indescriptible, un mélange de sang coagulé, d'excréments, de chair en décomposition et quelque chose de plus doux et nauséabond qu'il fallut des jours pour identifier. Le parfum de fleurs qu'Élisabeth répandait sur le sol après chaque séance, dans une tentative grotesque de créer une atmosphère romantique pour ses tortures. 51 corps furent retrouvés à différents stades de décomposition, certains encore attachés aux instruments de torture qui avaient causé leur mort.
Les murs de pierre étaient couverts d'une patine sombre qui s'avéra être du sang humain accumulé au fil des années. Mais ce sont les détails mineurs qui révélaient la véritable profondeur de la démence d'Élisabeth. De petits miroirs stratégiquement placés pour qu'elle puisse observer sa propre expression pendant les tortures, des carnets remplis de dessins anatomiques détaillés des blessures infligées, et une collection de mèches de cheveux de chaque victime soigneusement organisées par couleur et texture. Le procès d'Élisabeth Báthory commença en janvier 1611, mais il apparut rapidement que l'énormité de ses crimes transcendait tout précédent légal. Ses principales complices, Dorothea, Ilona Io, Katarina Benica et János Újvári, furent soumises à des tortures judiciaires qui révélaient des détails encore plus troublants. Dorothea en particulier décrivit comment Élisabeth avait développé une sorte de science de la douleur, expérimentant avec différentes combinaisons de méthodes pour maximiser à la fois la souffrance et sa propre excitation sexuelle. Selon les registres du tribunal conservés aux archives de Bratislava, Élisabeth manifestait une excitation sexuelle évidente pendant les séances de torture. Ses pupilles se dilataient, sa respiration s'accélérait et elle touchait fréquemment ses parties intimes tout en observant la souffrance de ses victimes. Cette dimension sexuelle de ces crimes ajoutait une couche supplémentaire de perversité qui horrifiait même les juges les plus expérimentés dans les cas de brutalité. Mais Élisabeth ne fut jamais formellement jugée. Sa position aristocratique et ses liens familiaux avec les familles royales européennes créèrent une situation politique délicate. Le roi Mathias II, initialement favorable à une exécution publique, fut dissuadé par des conseillers qui craignaient les répercussions diplomatiques. Une exécution formelle d'Élisabeth pouvait créer des précédents dangereux pour d'autres membres de la haute noblesse, et sa famille conservait encore assez d'influence pour provoquer une instabilité politique. La solution trouvée fut plus cruelle que n'importe quelle mort rapide. Élisabeth fut condamnée à l'emmuraillement, une méthode d'exécution lente consistant à enfermer la victime dans une chambre avec seulement une petite ouverture pour passer de la nourriture et de l'eau. En 1614, à 54 ans, Élisabeth fut conduite dans une tour spécialement aménagée au château de Drakensberg. La chambre mesurait seulement 3 mètres sur 3 mètres, avec des murs de pierre épais et une seule fenêtre grillée qui offrait une vue limitée sur la cour où tant de ses victimes avaient été enterrées. Pendant les premiers mois de son confinement, Élisabeth conservait une façade de dignité aristocratique. Elle exigeait que ses gardes s'adressent à elle avec les titres appropriés, refusait la nourriture qu'elle jugeait indigne de sa position et continuait à porter des robes élaborées même dans sa prison. Mais progressivement, l'isolement commença à corroder sa raison déjà fragilisée. Les récits des gardes, compilés par l'aumônier du château, décrivent d'une détérioration progressive et terrible. Élisabeth se mit à parler seule pendant des heures, avant des conversations détaillées avec des victimes imaginaires qui visitaient sa cellule. Son hygiène personnelle se détériora considérablement. Elle cessa de se peigner les cheveux, qui devinrent d'une masse sale et fétide, et ses ongles grandirent jusqu'à devenir des griffes jaunies qu'elle utilisait pour griffer des dessins sur les murs de pierre. Plus troublants encore étaient les sons qui émanaient de la tour pendant les nuits. Élisabeth développait une sorte de chant guttural, une mélodie sans paroles qui montait et descendait sur des tons qui faisaient se signer nerveusement les gardes. Parfois, elle criait des noms, toujours des noms de femmes, dans une séquence qui semblait suivre un modèle qu'elle seule comprenait. Katarina, Agnès, Margit, Ilona, les noms se répétaient en cycles qui duraient des heures, chacun prononcé avec une inflexion différente, comme si elle revivait des moments spécifiques avec chaque victime. La transformation. La transformation physique fut tout aussi dramatique. Élisabeth, autrement considérée comme l'une des plus belles femmes de son époque, devint une figure grotesque. Sa peau, privée de soleil et d'air frais, prit une pâleur cadavérique ponctuée de taches brunes. Ses yeux, jadis brillants et perçants, acquirent une fixité vitreuse, à peine clignant. Elle perdait constamment du poids, mais de manière inégale. Son visage devint squelettique pendant que son abdomen se distendait, lui donnant une apparence presque inhumaine.
Mais ce furent les changements comportementaux qui perturbèrent le plus ses gardiens. Élisabeth commença à manifester une régression psychologique spectaculaire, alternant entre des périodes de lucidité aristocratique et des épisodes de comportement infantile. Elle jouait avec les insectes qu'elle trouvait dans sa cellule, leur donnant des noms et inventant des récits élaborés sur leur vie. Simultanément, elle maintenait des rituels obsessionnels liés à ses anciennes pratiques. Elle griffait des symboles sur les murs, suivant des schémas rappelant les cicatrices qu'elle infligeait autrefois à ses victimes. Le père André, qui visitait Élisabeth chaque semaine pour tenter de lui apporter un réconfort spirituel, consigna des conversations qui révélaient un esprit totalement déconnecté de la réalité. Élisabeth parlait de ses victimes comme si c'étaient des amis intimes qui lui rendaient régulièrement visite. Elle décrivait des conversations détaillées sur la mode, la politique et la religion avec ses visiteurs et interrompait fréquemment le prêtre pour écouter des réponses qu'elle seule pouvait entendre. Elle ne montrait aucun signe de repentir, écrivait le prêtre dans son journal. Au contraire, elle semblait nostalgique du temps où elle exerçait son pouvoir terrible. Elle parlait de ses victimes avec la même tendresse qu'une mère parlerait de ses enfants, comme si la douleur qu'elle avait causée était un précieux cadeau qu'elle avait offert à ces jeunes femmes. Durant la 3e année de son confinement, Élisabeth développa une obsession pour sa propre mort. Elle se mit à s'auto-mutiler systématiquement, se faisant de petites coupures aux bras et aux jambes qu'elle laissait saigner délibérément. Lorsqu'on l'interrogeait sur ce comportement, elle expliquait qu'elle devait garder le sang frais pour ses amis qui lui rendaient visite. Ces automutilations s'intensifièrent progressivement, évoluant vers des blessures plus graves qui s'infectaient fréquemment en raison des conditions insalubres de sa prison. Les derniers mois de la vie d'Élisabeth furent marqués par une accélération dramatique de sa détérioration. Elle cessa de manger régulièrement, insistant sur le fait que ses amis lui fournissaient toute la nourriture nécessaire. Son corps, déjà extrêmement affaibli, commença à montrer des signes de malnutrition sévère. Ses cheveux commencèrent à tomber par mèches, laissant apparaître des plaques chauves qu'elle recouvrait obsessionnellement de morceaux de tissu arrachés à ses robes. Simultanément, sa production sonore s'intensifia. Élisabeth développa une sorte de langue propre, un mélange de hongrois déformé, de latin liturgique et de sons qui ne semblaient pas d'origine humaine. Elle conversait dans cette langue pendant des heures, gesticulant vivement comme si elle dirigeait une réunion sociale complexe. Les gardiens racontaient que parfois, ils pouvaient jurer entendre d'autres voix répondre, des voix de jeunes femmes qui chuchotaient des réponses qui faisaient rire Élisabeth d'un rire inquiétant. La mort arriva silencieusement à l'aube du 21 août 1614. Élisabeth fut retrouvée étendue au centre de sa cellule, les bras tendus dans une position évoquant une crucifixion. Ses yeux étaient ouverts, fixés au plafond, et ses lèvres courbées dans un sourire qui glaça le sang du gardien qui la découvrit. Autour de son corps, griffés dans la pierre du sol, se trouvaient des dizaines de noms de femmes, les mêmes noms qu'elle avait répétés obsessionnellement pendant des années de confinement. Le père André, appelé pour administrer les derniers sacrements, découvrit une scène qui le hanta le reste de sa vie. Élisabeth était apparemment morte paisiblement, mais il y avait quelque chose de profondément troublant dans l'expression de son visage. Ce n'était pas la paix de la rédemption ou du repentir, mais une satisfaction profonde et sinistre, comme si elle avait enfin trouvé quelque chose qu'elle avait cherché toute sa vie. Plus inquiétantes encore étaient les conditions de la cellule. Bien qu'Élisabeth ait été confinée seule pendant 4 ans, il y avait des signes évidents qu'elle n'était pas morte dans la solitude. De petits objets personnels, un peigne cassé, des mèches de cheveux blonds, des fragments de tissu fin étaient éparpillés dans la cellule, des objets qui n'appartenaient pas à Élisabeth et dont personne ne pouvait expliquer la présence. Le corps d'Élisabeth fut enterré secrètement dans une tombe anonyme à l'église de Drachenbourg, mais même dans la mort, elle continuait à hanter la région. Dans les semaines qui suivirent l'enterrement, des dizaines de jeunes femmes de la région rapportaient des rêves vifs dans lesquels Élisabeth apparaissait, les invitant à des jeux dans son ancien château. Certaines de ces femmes furent retrouvées mortes dans des circonstances mystérieuses, avec des blessures qui rappelaient les méthodes de torture favorites de la comtesse. Le château de Drachenbourg fut officiellement abandonné, mais jamais vraiment vide.
Les voyageurs qui passaient dans la région pendant des décennies rapportaient des lumières étranges dans les tours, des cris qui résonnaient dans les nuits sans vent et des figures féminines qui se promenaient sur les remparts. La population locale développa une série de rituels et de superstitions pour se protéger de ce qu'elle considérait l'influence persistante d'Élisabeth. Mais peut-être l'aspect le plus troublant de l'héritage d'Élisabeth Báthory n'est pas le surnaturel, mais le profondément humain. Ses actions révélèrent une capacité au mal qui transcende toute explication simple de folie ou de possession démoniaque. Élisabeth était une femme intelligente, éduquée, politiquement habile et socialement connectée, qui choisit délibérément une voie de cruauté extrême. Elle ne fut pas victime de circonstances ou de manipulations, elle fut l'architecte consciente d'horreurs qui défiaient la compréhension humaine. Ces crimes exposent la fragilité des systèmes moraux et légaux qui sont censés protéger les innocents. Pendant décennies, Élisabeth opéra en toute impunité, protégée par sa position sociale et la complaisance d'une société qui préférait ignorer les cris qui venaient de son château. Elle révéla comment le pouvoir absolu peut corrompre non seulement ceux qui l'exercent, mais aussi ceux qui permettent qu'il soit exercé sans questionnement. La dimension sexuelle de ces crimes ajoute une couche supplémentaire d'horreur. Élisabeth ne torturait pas pour des raisons politiques, religieuses ou même pour un gain matériel, elle torturait pour le plaisir sexuel. Ces crimes révèlent une forme de sadisme qui transcende toute catégorie connue de perversion psychologique, une fusion de pouvoir, de sexualité et de mort qui a créé une dynamique psychologique unique et terrible. Élisabeth Báthory demeure un sinistre rappel que les monstres les plus véritables sont ceux qui marchent entre nous avec un visage humain, qui parlent nos langues et partagent nos institutions. Elle nous force à confronter la possibilité que la capacité au mal absolu puisse résider en chacun de nous, attendant seulement les circonstances propices pour se manifester. Son histoire ne parle pas seulement d'une femme qui a tué des centaines de personnes, elle parle d'une société qui a permis que cela arrive et de la nature humaine qui rend de ces horreurs possibles. Finalement, Élisabeth Báthory a obtenu une forme d'immortalité, mais pas celle qu'elle désirait. Elle n'a pas conquis la jeunesse éternelle grâce au sang de ses victimes, mais elle a atteint une éternité différente, l'éternité de la mémoire, où elle demeure à jamais comme un symbole de la capacité humaine au mal absolu. Son histoire continue de résonner à travers les siècles, nous rappelant que certaines horreurs sont trop profondes à être enterrées, et que la véritable nature du mal est qu'elle porte n'importe quel visage, même le plus beau.